Bonjour à tous. L'invité de la JP cette semaine est donc Alexis Corbière, que vous connaissez tous, député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bien évidemment, comme d'habitude, nous sommes en direct sur le site de l'Assemblée nationale et Twitter, le live @AJParlement. J'ajoute que nous avons ce matin une pensée toute particulière pour Vincent Drouin, que vous connaissiez tous, notre confrère de l'AFP, donc qui est décédé malheureusement alors qu'il venait juste de partir à la retraite. Il avait dirigé le service social de l'AFP et puis également il était ici à l'Assemblée, au Parlement, et il avait été vice-président de l'AJP pendant 3 ans. Nous allons donc avec Alexis Corbière faire le tour de l'actualité. On va parler coronavirus, on va parler retraite, on va parler séparatisme, communautarisme, comme vous voulez, islamisme, on va parler municipal. Comme d'habitude, on va démarrer sur le coronavirus parce que c'est vraiment l'actualité du moment de ce matin. On posera les premières questions. Ensuite, bien évidemment, vous poserez les vôtres. Et ensuite, on déclinera les thématiques. Et de toute façon, vous poserez les questions que vous voudrez. Donc, vous changerez ensuite de thème si vous le souhaitez. Chantal, on démarre avec la première question. Oui, bonjour Monsieur Corbière. Évidemment, le coronavirus. On a appris ce matin qu'il y avait un deuxième mort en France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut durcir les mesures de prophylaxie, comme par exemple fermer les frontières ou confiner un peu plus ou interdire certaines manifestations? Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Moi, je ne veux pas engager une polémique avec les pouvoirs publics sur le coronavirus. Je pense que les mesures qui sont prises à ce stade, je fais confiance aux médecins, aux scientifiques pour prendre les bonnes mesures. J'observe que pour l'instant, la situation en France est maîtrisée. Le commentaire que je ferai, c'est que on est dans une situation où l'hôpital public est très mobilisé avant même que le problème du coronavirus arrive, et que ça nous démontre la nécessité d'avoir une politique de santé publique, l'hôpital public en capacité peut-être d'accueillir une crise qui va avoir une dimension supérieure. Donc le seul commentaire que je ferai à ce stade, tout en faisant confiance avec les mesures qui sont prises, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de fermer les frontières. Je pense que les différents directions de santé publique qui considèrent qu'il ne faut pas le faire ont de bonnes raisons scientifiques d'estimer qu'à ce stade nous pouvons maîtriser la situation. Moi, je ne veux pas engager une controverse où je n'ai pas d'éléments pour pouvoir l'engager. Par contre, je dis que si nous observions qu'il y avait une augmentation de gens qui étaient malades, cela démontrerait qu'il faut avoir là encore des moyens publics pour amortir tout ça. Et je pense que ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers mois, que ce soit l'ensemble des professions de santé publique, qui considèrent que le nombre de fermetures de lits, le nombre de personnels de santé qui ont réduit, le fait que dans beaucoup d'hôpitaux, je pense à un hôpital de ma circonscription où il y a des gens dans les couloirs, etc., etc., sommes-nous en capacité avec un hôpital public mis à mal par les politiques de santé qui ont été menées ces derniers temps et particulièrement par ce gouvernement, d'encaisser une épidémie qui serait plus importante? Là, il y a de quoi peut-être se poser des questions. Donc, ça nécessite que nous n'ayons pas seulement une politique de santé publique à flux tendu, mais quelque chose qui nous permet à tout moment peut-être de devoir faire face à ce type de développement d'une épidémie. Voilà où j'en suis dans mes interrogations. Alors, oui, alors il y a une question quand même qui se pose maintenant. Il y a un certain nombre de députés, de gens, de personnalités, Ségolène Royal, Éric Ciotti, Marine Le Pen, qui disent là immédiatement il faut interdire aux supporters italiens de venir ce soir voir le match OL Lyon-Turin. Et Éric Ciotti a même ajouté ce matin qu'il serait logique d'annuler le carnaval de Nice. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ce qui est du carnaval de Nice, je ne sais pas. Mais pour ce qui est de ce match, moi je dois avouer, alors je parle en mon nom et au nom de mon groupe, on n'a pas eu une réflexion collective. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui est est-ce raisonnable d'accueillir ce match et n'est-il pas, est-ce que ça ne devait pas être l'occasion peut-être de le reporter? Mais là encore, on va attendre les réponses que nous font le ministre de la Santé, des pouvoirs publics, pour quelle raison il considère que ce match peut avoir lieu.
il me semble quand même qu'on doit faire preuve d'une grande vigilance. Alors, y a-t-il un dispositif? Je ne crois pas, peut-être dans l'ensemble des bus qui vont arriver, de voir si des gens ne sont pas porteurs de la maladie, mais on sait très bien que ce serait assez insuffisant. Mais il y a peut-être là une question, et je ne serais pas choqué à ce que finalement il y ait une mesure qui soit prise, mais j'ai cru comprendre que ce ne sera pas le cas, à ce que ce match peut-être soit reporté le temps qu'on ait une plus grande stabilité de compréhension de ce qui est en train d'avoir lieu, notamment chez nos amis italiens. Voilà, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une question, c'est une interrogation qui me semble assez légitime, à laquelle il faut répondre. Je pense que sans dramatiser, il ne faut pas dramatiser. Je crois que l'ensemble des acteurs qui ont une fine connaissance du sujet considèrent que nous maîtrisons les choses. Mais effectivement, on est en droit de se dire ces milliers de supporters qui vont venir participer comme spectateurs à cette rencontre sportive. Est-ce que ce n'est pas là peut-être une possibilité d'accélération de la diffusion du virus? J'avoue que la question est assez légitime. Oui, vous venez de parler de politique de santé publique à flux tendu. En fait, on est dans une économie à flux tendu. Et est-ce que, justement, ce coronavirus et cette épidémie n'interrogent pas sur la fragilité de l'économie mondiale à flux tendu, qui fait que dès que des avions ne circulent plus ou des bateaux ne circulent plus, il n'y a plus les pièces et les usines ferment? Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a peut-être deux dimensions à votre question. Non, ce que ça nous démontre, c'est la grande interconnexion du monde actuel, la circulation des hommes, des idées, et ça, personne n'y mettra un terme de toute manière. Et donc, ça montre bien comment nous sommes dans un monde global aujourd'hui, où un virus qui voit son origine en Chine arrive fort logiquement dans l'ensemble des pays, particulièrement en Europe. Bon, ça nous amène effectivement à avoir des réponses globales aussi, la nécessité de réponses globales face à de tels fléaux. Non, moi je crois qu'il faut revenir, vous trouverez ça logique de ma part, au fait que plus que jamais, il est nécessaire qu'il y ait des politiques de santé publique solides, qui ne sont pas seulement surplombées par des logiques d'économie budgétaire, mais bel et bien des capacités d'avoir un service public qui fait face à des choses inattendues. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. De ce point de vue-là, j'ai une grande interrogation. Je crois que si nous étions confrontés à quelque chose de plus difficile en France, ce que je ne souhaite absolument pas, et je forme même le vœu de ce que j'entends que cela n'aura pas lieu, je pense que la mise à mal de notre hôpital public, aujourd'hui, peut-être nous poserait quelques difficultés. Et ça fait plus d'un an, je répète, que des personnels nous disent que cela ne va plus, que les conditions d'accueil dans nos hôpitaux ne sont pas satisfaisantes. Après, oui, nous sommes dans une économie mondiale, c'est une chose, mais vous connaissez notre position qui consiste aussi, au-delà de l'existence du coronavirus, à nous-mêmes avoir une réflexion sur la relocalisation de l'économie, parce que au-delà même du cas dont nous parlons, ça pose aussi un problème d'ordre écologique. Le grand déménagement permanent de la planète a un impact, tout le monde le sait aujourd'hui. On est quand même aujourd'hui une génération, et je ne dis pas ça, enfin, nous faisons partie aujourd'hui d'une société qui n'ignore plus qu'à une échéance d'un siècle, les scientifiques nous disent que l'impact sera peut-être irrémédiable, voire même, de ce que je dis parfois, certains évoquent dans les 20-30 prochaines années, si nous ne modifions pas notre mode de production. C'est des sujets lourds quand même, auxquels nous devons faire face. Et voilà, ce que ça démontre peut-être une fois de plus, et vous l'avez évoqué dans votre question, c'est la grande interconnexion de notre économie. Certains voient cela comme une vertu. Moi, les échanges et la circulation des êtres humains, il n'y a pas de problème, mais tout de même peut-être de se dire qu'il serait bon que, une fois de plus, notamment pour des raisons écologiques, il y ait une réimplantation et une relocalisation de la production. Des questions sur ce thème, d'abord du coronavirus, et ensuite on passera à d'autres. Oui, Nicolas Prisset, éditorialiste BFM TV. Je reviens à la gestion politique du coronavirus avec deux questions. Est-ce que vous considérez que dans l'éducation nationale, les choses ont été bien faites, puisqu'il y a une polémique qui monte notamment avec les syndicats d'enseignants sur le fait que les parents ont été prévenus trop tard et que les situations ne sont pas forcément homogènes d'un établissement à l'autre, et il se pose aussi la question de la façon dont l'éducation nationale peut gérer cette situation à moyen long terme, parce qu'on a demandé quand même aux enfants qui étaient partis en vacances au nord de l'Italie de rester chez eux pendant 14 jours. Et ma deuxième question, c'est demain matin, le Premier ministre va recevoir les chefs de partis et de groupes. Qu'est-ce que vous allez lui dire sur la façon dont la France, globalement, pas uniquement sur la situation hospitalière, gère le risque d'épidémie et de pandémie? Merci. Bon, sur l'éducation nationale, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, pardon, vous allez peut-être me trouver un peu sec. Bon, je trouve
pas inutile. Peut-être que si des enfants sont partis en vacances dans des zones où il y avait le virus, que nous ayons un échange avec les familles pour peut-être être vigilants, ça ne me semble pas être totalement inutile. Bon, et puis pour demain, je pense que ce que nous allons dire, c'est dans les clous de ce que je vous ai dit précédemment. On va poser des questions, peut-être d'ailleurs même interroger sur de quelle manière les pouvoirs publics aujourd'hui voient les choses si le virus venait à progresser, quel est le dispositif vraiment qui est mis en place si l'épidémie venait à progresser. Et pour ce qui est de notre groupe, je pense que nous ne manquerons pas de souligner ce que j'évoquais tout à l'heure, que je ne vais pas répéter, c'est que tout ça se déroule quand même dans un pays, dans une situation où les professions de santé sont mobilisées en tirant la sonnette d'alarme, en s'opposant sur l'ensemble des lits qui ont été fermés. C'est quand même 100 000 lits qui ont été fermés ces 20 dernières années. Il y a un lien nécessairement avec notre capacité d'absorption d'une telle situation. Bon, donc c'est ces questions-là que nous allons poser. Vous comprendrez, peut-être que vous trouvez un petit peu lapidaire, que nous avons suffisamment aujourd'hui d'objets de controverse avec le gouvernement sur la question des retraites. Nous n'avons pas fait le choix sur cette question-là, mais peut-être que nous allons découvrir dans les jours qui viennent d'engager une controverse avec le gouvernement. Moi, je ne suis pas pour participer à l'affolement général. Je suis pour que tout le monde soit vigilant, que nous fassions attention, notamment vous évoquez les enfants, tous les choses, les événements publics, et aussi je fais confiance quand même à ceux qui ont à charge de dossier. Je ne parle pas nécessairement du ministre, mais toutes les différentes autorités scientifiques qui, de mon point de vue, prennent les mesures qu'il faut. Et je ne crois pas, je n'ai pas encore vu là-dessus un élément qui vraiment serait problématique où nous avons l'impression qu'il y a une gabegie de la part des pouvoirs publics. Mais on verra, on va voir la situation, on va voir comment elle évolue. On passe aux retraites ou vous avez encore une... question. Ah non, une question, pardon, Oui. je ne voyais pas. Donc on commence à entendre des demandes d'annulation Frédéric Aziza. de matchs de foot, d'événements publics. Il y a une espèce de psychose qui est en train de monter. Est-ce que le risque, ce n'est pas que certains demandent à terme, enfin d'ici au 15 mars, le report des élections municipales, puisque les élections ont lieu dans des écoles? Non, alors, on verra le 15 mars. Non, moi j'avoue, j'ai été honnête tout à l'heure, je n'ai pas d'argument pour dire pour quelle raison ce match n'est pas déplacé. Je dois avouer que je suis un peu interrogatif, je ne comprends pas bien. Je pense qu'il ne faut pas participer à l'affolement, mais effectivement on aurait pu considérer, au vu de la situation notamment qui existe en Italie, qui est quand même problématique, que ce match soit reporté. Voilà. Pour le reste, écoutez, je crois que c'est dans un mois, le 15 mars. Il n'y a aucun élément aujourd'hui matériel, scientifique, qui doive nous amener à considérer que les élections ne pourraient pas avoir lieu, ce qui serait quand même, à moins que la situation dégénère, mais aucun élément ne peut nous amener à penser ça. Et puis on peut peut-être imaginer par ailleurs qu'il y ait, après que les bureaux de vote sont fermés, une vigilance particulière à ce que les salles qui ont accueilli les électeurs soient nettoyées, désinfectées, etc. Mais et c'est généralement le cas, me semble-t-il, de ce que je connais. Souvent, les femmes, je dis les femmes, ce sont les femmes qui font ce travail, ont un nettoyage particulier. Mais on est à un mois de cette échéance. La situation en France, tout de même, nous parlons de quelques cas pour l'instant. Je ne crois pas que cela doit entraîner un tel dispositif. Mais là encore, face à un tel phénomène, il est possible que ce que je dis aujourd'hui, dans une semaine, est totalement décalé. Et dans 15 jours, on verra. On va rester vigilant. C'est quelque chose qui est évidemment dangereux. Et on va observer tout ça. Mais la seule interrogation que j'ai, je vous la livre, c'est effectivement, je ne sais pas s'il faut annuler ce match, mais je trouve qu'en même temps, les questions qui sont posées sont assez pertinentes. Des milliers de gens vont se rassembler, vont chanter, se prendre dans les bras, ou je ne sais trop quoi à l'occasion de ce match. Bon, voilà, c'est quand même un élément, pardon ? Vont postillonner, oui, ça arrive parfois, etc. Vont boire dans le même verre, que sais-je. Bon, voilà, on peut se dire, est-ce que tout ça est totalement raisonnable, mais c'est une bonne question à poser au pouvoir public qui nous explique pour quelle raison ils n'ont pas jugé nécessaire de reporter ce match. Pas d'autres questions sur ce thème. On passe aux retraites. Chantal. Oui, le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale, enfin dans l'hémicycle, devient un peu un spectacle, avec des députés de la majorité qui hier soir boudent les bancs de l'Assemblée. On voit bien que le jeu est de vous accuser d'obstruction et de justifier le 49.3. Et vous continuez pour dire il n'y a pas de débat de fond, ou il y a un débat de fond, ils ne veulent pas parler. Donc, en fait, le 49.3, ce serait une censure, nous obliger à nous taire.
Dans ce petit jeu, ça peut durer longtemps ou est-ce que c'est pas un petit jeu d'ailleurs? Alors, je crois que vous avez bien posé la question. Il y a actuellement une mise, c'est quoi le terme qui convient, une espèce d'ambiance qui est créée pour créer les conditions que si le gouvernement venait à utiliser le 49.3, les esprits y sont préparés. Et il est de bon ton, de la part du gouvernement et ses différents épigones, de caricaturer ce qui est en train d'avoir lieu. Alors, la dernière fois, c'était la collègue Olivier Grégoire dit qu'il y aurait 700 000 amendements, ce qui est totalement faux. Bon, elle en rajoute, il y en a déjà beaucoup, mais pas la peine d'en rajouter. Mais comme c'est une femme intelligente, je sais bien pourquoi elle fait ça, elle ne s'est pas trompée. L'idée, c'est de donner une impression de démesure. Il y a une tension même qui se crée ces derniers temps, où je trouve que nous ne sommes pas les derniers à mettre de la passion dans nos interventions, mais les collègues d'En Marche que j'ai connus plus calmes sont extrêmement virulents pour en rajouter et donner l'impression que de toute manière, ce qui se passe n'a rien de sérieux. À tel point que même M. Turquois, qui est un homme calme dans la vie, est venu hier soir quand même à dire quelque chose qui me semble intolérable. Il s'est même excusé. Se tournant vers la majorité, vers l'opposition, a dit vous n'êtes rien. Qui est quand même extrêmement choquant. Et je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'ils veulent faire monter la température et donner l'impression... Il peut y avoir de la fatigue aussi. Il peut y avoir de la fatigue, oui, mais c'est pas... Il peut y avoir de la fatigue, c'est une évidence, mais je vois bien, en même temps, ce qui est en train d'avoir lieu. Je pense à Sandra Motin, par exemple, qui est une collègue d'En Marche, qui normalement est très calme. Là, elle joue vraiment le rôle du bad boys dans l'hémicycle, alors que ça lui ressemble pas, mais chaque fois qu'elle intervient, elle intervient très peu sur le fond. Elle dramatise beaucoup. Donc, effectivement... il y a une stratégie. Je ne sais pas si le gouvernement a totalement tranché l'utilisation du 49.3. Selon les rumeurs, il se dit que c'est évident que ça va avoir lieu. D'autres nous disent que c'est peut-être... Mais ils veulent créer cette ambiance pour donner la conviction dans l'opinion publique que c'est contraint et forcé, qu'ils auraient préféré ne pas le faire. Mais vraiment, c'est la faute à l'opposition et en particulier aux Insoumis. Donc ça doit nous amener à une réflexion dans le cadre particulier de notre réunion aujourd'hui. Vous êtes tous des journalistes parlementaires. Donc vous avez une observation plus fine encore que l'ensemble des collègues de la profession sur le Parlement. Premièrement, il n'est pas exact que ce serait quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire parlementaire. Il est déjà arrivé sur des sujets importants qu'il y a des moments où le rythme parlementaire se ralentit et ça prend plus de temps. Sur des grands sujets, alors je vais vous donner des exemples que vous avez peut-être entendus de notre part, mais quand il y a eu la privatisation de TF1, Jean-Luc Mélenchon, qui a plus d'expérience que moi, me rappelait que ça avait duré un été entier, juillet-août, de débats parlementaires sur la privatisation de TF1. Quand il y a eu la privatisation de EDF, il y a eu 136 000 amendements qui ont été déposés par des parlementaires, à l'époque socialistes notamment, et le débat avait pris un certain temps. J'ai plus en mémoire le temps qu'avait pris le débat sur le mariage pour tous, mais il avait été particulièrement long aussi. Voilà, il y a des moments comme ça où, bien sûr, nous sommes en opposition sur les projets de loi du gouvernement depuis 2017, mais là, nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls, qu'il y a quelque chose qui a eu une gravité supérieure à d'autres textes qui concerne tout le monde et qui pose toute une série de problèmes, tant sur le fond que sur la forme. Déjà, sur la forme, il y a une manière un peu brutale, selon nous, d'engager le débat. Nous nous sommes beaucoup plaints du fait que l'étude d'impact qui a été diffusée à l'ensemble des parlementaires n'est pas sérieuse. Déjà, peut-être que vous avez la capacité d'absorber 1000 pages en 48 heures, mais moi je dois avouer que c'est un peu difficile, donc on se retrouve avec un document comme ça qui vous arrive. Le Conseil d'État lui-même a considéré que tout ça manquait de visibilité, je le cite, pour les parlementaires pour pouvoir en juger. Quand même, il y a 29... c'est ce qu'on appelait le texte à trous. Là-dedans, il y a 29 choses qui seront décrétées, qui seront réglées par la suite par des ordonnances. Enfin, vous connaissez l'argumentaire. C'est quand même un problème déjà de dire que quelque chose d'aussi important se déroule de manière étrange. Il y a une conférence de financement qui se tient parallèlement et qui ne correspond pas au même calendrier. Moi, sur la question enseignante, qui me touche un petit peu parce que je suis enseignant quand je ne suis pas député, on dit oui, le ministre lui-même a reconnu, je crois que c'était absurde qu'il avait dit que si la réforme était appliquée mécaniquement vis-à-vis des enseignants, ça aurait des conséquences absurdes, avait-il dit. Donc il promet une revalorisation salariale, donc qui ne se terminera, la négociation de la revalorisation salariale, qu'à la veille de l'été. C'est-à-dire que nous ne savons pas si vraiment il y a une revalorisation salariale en capacité de corriger les conséquences de tout ça. Bref, donc on a l'impression que les parlementaires sont ramenés à peu de choses, brutalisés, avec une épée dans le dos, on les force à avancer pour pouvoir régler rapidement cela. Alors, je rappelle aussi qu'il n'y a pas d'urgence sur la situation des retraites. Moi, je suis pour modifier notre système des retraites. Il est aujourd'hui porteur de beaucoup de tares, beaucoup d'inégalités. Il faut travailler là-dessus. Mais toutes les études démontrent, le corps, etc., vous connaissez tout cela
vous êtes suffisamment expérimenté, je ne développe pas, mais personne n'a dit, là, dans les mois qui viennent, il y a un problème. Il y a peut-être un problème structurel dans les années qui viennent, pour des raisons démographiques, dont il faut discuter, mais il n'y a rien qui doit amener à ce qu'il y ait un calendrier aussi contraint, si ce n'est pour des raisons politiciennes, le fait qu'il y a les élections municipales et que le gouvernement veut régler l'affaire avant les élections municipales. Mais moi, je ne souhaite pas aider le gouvernement à régler l'affaire avant les élections municipales. Alors, je dis tout ça parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est que nous faisons ? Moi, je ne crois pas, au vu des débats, que nous faisons vraiment de l'obstruction parlementaire, même s'il nous est arrivé peut-être de dire que nous ne sommes pas là pour aider les choses. Par exemple, ce que j'appelle de l'obstruction parlementaire, c'est quand Madame Boutin était montée à la tribune, c'était le débat sur mariage pour tous, avait lu la Bible, là on est dans l'obstruction parlementaire. D'accord ? Ça n'a aucun rapport. Je ne monte pas à la tribune, je dis je, mais Jean-Luc Mélenchon, pour lire les œuvres de Jean Jaurès ou Jules Michelet, l'histoire de la Révolution française, même si ce serait intéressant, cher Gérard Leclerc. Nous ne faisons pas ça. Nous sommes sur des arguments qui concernent le texte. Alors certes, nous sommes répétitifs, parce que premièrement, nous pensons qu'il y a une pédagogie à la répétition, mais aussi, face à nous, nous avons aussi une répétition du même type d'arguments que nous considérons erronés. Nous prenons le temps de ça. Alors, quelle vertu nous voyons au fait que le débat soit long ? Premièrement, parce que le pays reste assez mobilisé. Alors, on n'est plus face à des journées de grève telles qu'on a connues. Oui, ça s'essouffle un peu quand même. Peut-être. Mais il y a encore aujourd'hui nombre de professions extrêmement mobilisées. La température n'est pas retombée. Toutes les études d'opinion continuent à nous montrer qu'il y a une vive opposition de la part des Français à cette réforme. Et plus le débat a lieu, plus aussi, dans les arguments que nous avançons, nous faisons ce que nous appelons, nous levons des lièvres. Il y a parfois des sujets qui apparaissent au cours des débats, et dû à notre opiniâtreté, au fait qu'on répète souvent la même question, il y a des choses qui apparaissent. Par exemple, M. Turquois, tout à l'heure, je le prenais un peu à partie, mais il nous a dit une chose tout à fait intéressante. Il a dit, c'est vrai que notre système ne sera pas aussi universel que cela. C'est intéressant qu'il le reconnaisse lui-même, alors que c'était l'argument massu. La dernière fois, on a appris que la valeur du point serait calculée en fonction du revenu moyen par tête, qui est un indice aujourd'hui qui n'existe pas. Alors, il nous a été dit que l'INSEE prochainement allait le définir, mais tout ça, c'est autant d'éléments qui, pour nous qui sommes des opposants à la réforme, sont utiles à la mobilisation. Vous savez, beaucoup de gens se posent des questions, mais beaucoup de gens aussi suivent les débats. Ils les suivent d'ailleurs au passage, ils les suivent notamment à travers la chaîne parlementaire, qui suit. Beaucoup de gens m'ont dit, en commission c'était le cas, où je vous ai vu, j'ai vu M. Mélenchon, j'ai vu M. Quatennens, Mme Autain, etc. Donc il y a un intérêt public pour ce débat. Et je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à aider le gouvernement à régler les choses rapidement, parce que si les choses sont réglées rapidement, on ne rentre pas dans le détail. Et je voulais rajouter un autre argument. Et il y a un autre argument, moi que j'assume totalement, c'est que effectivement, je préférais que le texte ne soit pas bouclé avant les municipales, parce que je pense que le résultat des municipales peut créer une ambiance positive de la part du gouvernement pour se dire que peut-être il y a moins d'adhésion à ce qu'il dit. Parce que quel argument nous portons depuis le début ? Nous étions favorables aux mobilisations, nous les avons soutenues. Le gouvernement n'a rien donné. Depuis, nous avons rajouté à nos revendications, dire voilà, il faut régler la chose pacifiquement, démocratiquement, on est en République, faisons un référendum. Il y a une grande controverse, c'est un sujet majeur. Interrogez les Français si oui ou non ils sont favorables à votre réforme. Sachant qu'un des vices que nous voyons à tout ça, c'est qu'il n'est pas exact que M. Macron a fait campagne en disant qu'il allait falloir travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier de sa retraite, d'arriver au point d'équilibre de la retraite. Et nous pensons même qu'il y a une rouerie, une astuce qui n'est pas correcte en démocratie de sa part, où il a dit qu'il ne toucherait pas à l'âge légal de la retraite, mais il fallait comprendre que oui, effectivement, on ne touche plus à l'âge légal de la retraite, 62 ans, mais pour avoir sa retraite complète, il faut travailler jusqu'à 65, voire plus. Quand on regarde les projections de Delevoye, ça va évoluer. Ça, si Emmanuel Macron avait dit notre système des retraites est dans une telle situation qu'il faut le modifier, votez pour moi, et il faudra travailler jusqu'à 64-65 ans. S'il avait été élu sur cette ligne, nous manquerions d'arguments. Mais il n'a pas fait cela. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui quand même pose un problème. Donc je pense que le résultat des élections municipales pourrait être une forme de juge de paix républicain. C'est normal quand le peuple s'exprime pour dire tout de même, regardez, partout où vous êtes présentés, les listes En Marche, il y a un recul et ça devrait vous amener à réfléchir. Donc voilà, moi, où j'en suis à ce stade. Mais voilà, je regrette après les petites provocations qui ont lieu, mais on ne va peut-être pas en faire la liste. Non, si simplement, pour répondre à ce que vous venez de dire, l'un des reproches qui vous est fait, non seulement par La République En Marche, mais également même par la droite, c'est que justement, il n'y a pas de débat de fond, puisque les débats, c'est essentiellement toujours les mêmes sur des mots, on change un mot pour un autre, sur chaque alinéa, etc. Et donc, le débat, en fait, le débat de fond n'existe pas, n'a pas lieu. Alors, premièrement, ce n'est pas exact. J'affirme ici que ce n'est pas exact.
Alors, j'étais pas là hier soir, parce qu'on tourne, mais lundi, on a discuté la carrière des militaires, les marins-pêcheurs, etc. Ce sont des débats de fond. Ce sont des débats de fond qui concernent beaucoup de gens. On a discuté, par exemple, des pensions de reversion qui ne seront plus perçues par les femmes divorcées. Ce sont des débats de fond. Voilà. Je considère qu'il ne s'agit pas uniquement de manœuvres dilatoires pour ne pas parler du sujet. Deuxièmement, là aussi, hein, je donne cet argument. Je vous rappelle que le système mis en place par le président Ferrand fait que, à amendement identique, nous en défendons un et tout le reste tombe. Donc là aussi, on ne discute pas de 20 000 amendements. Il y a quand même une technique qui a été utilisée, qui serait discutable d'ailleurs, et il voulait aller plus loin. Donc nous ne répétons pas chaque fois la même chose, ça n'est pas exact. Effectivement, alinéa par alinéa, nous discutons des choses. Mais après, nous avons fait une proposition au gouvernement, enfin, oui, au gouvernement en l'occurrence, et aussi au rapporteur et au ministre, de dire, bon, parce que quand on discutait de l'article 1, qui est un article qui en quelque sorte proclame les principes, souvent ce qui nous était dit, c'est, mais allons plus loin, vous verrez, on répond à l'article 2, article 3, article 4. Et notamment après l'article 49, etc. Bon. Et Jean-Luc Mélenchon, au nom de notre groupe, a dit, bon, on pourrait mettre de côté l'article 1 pour l'instant, et passons aux articles que vous considérez comme donnant des réponses aux questions que nous posons, puis après, à la fin, on réglera l'article 1, ça ira plus vite, vu que vous nous aurez répondu sur le reste. Et même Jean-Luc est allé plus loin en disant, proposez nous-mêmes un autre mode d'organisation de débat qui va plus vite, vu que vous dites que nous perdons du temps sur l'article 1. Le ministre Marc Fesneau a dit, non, de toute façon, on va continuer comme ça, le droit d'amendement est un droit constitutionnel, et d'aucune manière, il nous a été proposé autre chose. Ce que je veux dire, c'est que, j'ai bien compris qu'il y a une petite musique, mais nous, on ne souhaite pas l'utilisation de l'article 49.3. Moi, ce que je souhaite, c'est que le débat se déroule en prenant du temps, pour rentrer dans le détail, parce que je pense que ce débat qui rentre dans le détail participe à la mobilisation anti-réforme, si je puis dire. Il a une pédagogie. Et deuxièmement, je souhaite que le débat aussi embrasse les élections municipales, car elles permettront qu'il y ait une expression populaire, démocratique, sur un peu où on en est les uns les autres. J'observe que régulièrement, nos amis d'En Marche, quand des fois je m'exprime, me font 6 de la main, donc ils nous renvoient au score des élections européennes pour en quelque sorte minorer notre parole. Eh bien, regardons les élections municipales et on verra. Il n'y a pas de problème. Moi, quand j'observe qu'à Bordeaux, la candidature de Philippe Poutou, que nous défendons, est devant la liste d'En Marche, je me dis que ça veut peut-être dire quelque chose, malgré les grands talents de Philippe Poutou et notre liste. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a des villes où aujourd'hui, En Marche n'est plus en situation dans laquelle il était il y a quelque temps. Et ceci est dû notamment à cette réforme des retraites qui choque beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui même étaient parfois électeurs d'Emmanuel Macron, ou ne sont pas du tout insoumis, mais quand ils se disent, bon sang, il va falloir travailler 2, 3, 4 ans de plus, ça fait mal. Enfin, je veux dire là-dessus, vous êtes une profession intellectuelle, et je comprends très bien que vous aimez votre métier, vous êtes rémunéré peut-être, enfin, j'en sais rien, mais vous avez des salaires qui correspondent sans doute à toute une série de choses, je ne conteste pas ça, mais je veux dire, si vous êtes un âge où je comprends très bien que bosser 65, 66 ans, c'est même le moment où vous avez une expérience personnelle qui fait de vous les gens les plus compétents, qui ont la meilleure expérience. Mais dans beaucoup de métiers, c'est pas du tout ça. L'âge moyen en bonne santé, c'est 63,6 ans. Donc, enfin, je veux pas revenir sur le collègue que vous évoquiez, que je ne connaissais pas, mais le collègue, sa mémoire... il décède durant sa première année de retraite. Ça veut dire quelque chose. Il faut s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la retraite soit un troisième temps de la vie. Quelque chose dans lequel on a du temps pour faire d'autres choses, s'engager dans la vie associative. Nous, on évoquait les élections municipales. Il y a un nombre significatif de maires qui ont 64 ans, etc. Si on travaille plus longtemps, si on suce plus au travail, tout ça est un autre type de société dans lequel on basculerait. Donc, nous ne souhaitons pas. Mais ça, c'est nos arguments d'opposition au texte. Puisque vous parlez des élections municipales, il faudrait que la France insoumise ait quel score aux élections municipales pour que vous puissiez considérer qu'il y a un plébiscite contre la réforme des retraites? Alors, je vois Gérard Leclerc qui dit qu'il veut parler plus tard des élections municipales. Bon, allez. C'est vrai qu'on voulait d'abord finir sur les retraites, mais on va de saut en gambade, comme disait Montaigne. Alors, moi, je ne crois pas que le vote d'opposition à la réforme des retraites soit uniquement capté et représenté par les listes que nous soutenons. Il y a beaucoup d'autres listes pour lesquelles les gens peuvent voter qui exprimeront cette opposition. Pour ce qui est du score de la France insoumise, alors, vous savez que nous n'avons pas de liste pur jus, si je puis dire, France insoumise dans ces élections. On a favorisé, souvent selon la situation dans les villes, soit des listes citoyennes, soit même des alliances locales qui généralement ont pour point commun de ne jamais être derrière le Parti socialiste, évidemment des rassemblements avec des forces qui se disent de gauche.
Mais c'est plutôt dans cette configuration que nous allons. Moi, je forme le vœu que partout, nous réalisions le score le plus élevé. C'est une grande banalité que de le dire. Et de toute manière, un mouvement comme le nôtre, qui est jeune, qui est né avec quasiment aucun élu, quand en 2016, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature, hormis Jean-Luc Mélenchon et une poignée de conseillers régionaux, mais une poignée, c'est-à-dire 5, nous n'avions aucun élu. Et de toute manière, nous sortirons de ces élections municipales avec un maillage de plusieurs milliers d'élus à travers la France, qui manifestera un enracinement de notre force politique. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Après, on analysera ville par ville les résultats, mais surtout au soir, parce que pour l'instant, il est quand même difficile de... Est-ce qu'En Marche ne risque pas d'utiliser votre argument aussi, justement, nous ne démarrons de rien, donc nous nous sommes implantés, nous avons des milliers de conseillers municipaux que nous n'avions pas, donc ça ferait match nul avec vous? Non, mais premièrement, En Marche a surtout recyclé des anciens élus, hein. Je pense qu'on peut quand même, sans leur faire injure, dire que toute une série de gens du Nouveau Monde étaient quand même bien insérés dans l'Ancien Monde, notamment au niveau municipal. Et puis, on verra le résultat. Mais je répète que là, la question de Frédéric Aziza est de dire aujourd'hui les listes qui soutiennent la réforme des retraites et les listes qui ne la soutiennent pas. Et on va avoir quand même quelque chose de net. C'est pourquoi, enfin là je digresse, mais les élections européennes qui finalement En Marche a sauvé un peu les meubles, mais quand on regarde la réalité, c'est que, j'ai oublié le score, Madame Loiseau, 21-22, quelque chose comme ça. Mais la question à se poser, c'est qu'il n'y avait rien, c'est eux et le reste du monde après. Donc c'était des victoires en trompe-l'œil quand même, qui démontrent qu'il y a un problème dans ce pays. Mais il y a une crise politique. Là encore, vous connaissez nos arguments, qui selon moi s'est manifesté très fort à l'occasion de l'élection présidentielle, et je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas compris les conditions de son élection. Il n'a pas compris les conditions de son élection, et il aurait dû s'interroger sur, vous connaissez notre proposition, une modification d'institutions. La Ve République a confié énormément de pouvoir sur celui qui est élu, et les élections présidentielles ont démontré, sur la base d'un second tour essentiellement basé par un rejet de Madame Le Pen, que Emmanuel Macron n'avait pas, selon moi, cette majorité sociale que d'autres présidents ont pu avoir précédemment, qui lui permet de mener une politique que je considère brutale sur des questions économiques et sociales. Bon, donc c'est au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on nous répond toujours, nous avons la majorité, et moi j'affirme que dans le pays, c'est plus compliqué que ça. Et quand même, nous devons rester vigilants au fait que les politiques publiques qui sont menées le sont menées au nom du grand nombre, et pas au nom uniquement de ce que l'apparence institutionnelle donne. Jacques Hébert, indépendant. Depuis le début de notre rencontre, j'ai noté que vous faites souvent allusion à Jean-Luc Mélenchon, donc j'aimerais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon. Avec plaisir. Depuis 1981, la gauche a eu recours 45 fois au 49-3. 28 fois Rocard, 8 Cresson, 3 Bérégovoy, 6 Valls. Pendant tout ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon était membre du Parti socialiste, député européen, sénateur, ministre, et jamais il n'a pris la parole contre le 49-3. Comment vous l'expliquez ? Alors, bon, ça c'est une pure question, je ne vous en fais pas reproche. Pour le moment, et quelle conclusion vous en tirez, vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne tire aucune conclusion. Il y a souvent à votre place des gens de droite dont on dit, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas fait. Non, donc je veux... voilà. Non, mais il ne vous a pas échappé, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, qu'il était un opposant au Parti socialiste. D'accord, vous évoquez la figure de Michel Rocard, vous avez trop de culture politique pour savoir que Jean-Luc Mélenchon était dans le Parti socialiste, sans aucun doute, un des plus anti-rocardiens, de par ce que représentait Michel Rocard. Je respecte l'homme, mais ce courant intellectuel de la deuxième gauche. Donc je ne crois pas que nous puissions considérer que le gouvernement de Michel Rocard avait été soutenu par Jean-Luc Mélenchon. À l'heure de la série télévisée Baron Noir, je crois que, pour me souvenir un peu, j'étais jeune, mais que Michel Rocard était parfois assez agacé par ce que le courant dit gauche socialiste faisait entendre. Jean-Luc Mélenchon n'était pas le seul, de critiques vis-à-vis de ce gouvernement. Donc nous n'avons jamais été favorables à l'utilisation du 49-3. C'est un bazooka anti-parlementaire qui doit être utilisé vraiment dans des moments, enfin je ne souhaite pas qu'il soit utilisé d'ailleurs, qui démontre la faiblesse du Parlement en Ve République. Moi je pense qu'aujourd'hui, et les choses ne cessent de s'aggraver année après année, nous sommes à un moment où ces institutions, qui sont nées dans un moment très particulier de notre histoire nationale, il ne faut jamais l'oublier, qui donnent énormément de pouvoir au président de la République en raison de celui qui en était le fondateur, à savoir le général de Gaulle, qui a été appelé au pouvoir dans un moment de crise en raison de la guerre d'Algérie par des forces armées qui étaient prêtes à faire un coup de force
contre la 4ème République. Enfin, rappelons-nous tout ça, parce qu'on a, et à tel point, puisque vous évoquez l'histoire du Parti Socialiste, que si François Mitterrand arrive à devenir le candidat unique de la gauche, c'est notamment en raison de la critique virulente qu'il avait portée contre la 5ème République. Alors peut-être qu'une fois qu'il a exercé le pouvoir, ça s'est passé autrement, mais il n'empêche que ce qui a permis... Non mais rappelons-nous, qu'est-ce que c'est qui crée des dynamiques populaires et qui permet que la gauche arrive à se rassembler et à l'emporter en 1981. C'est en raison notamment que celui qui a été le champion, François Mitterrand, avait été un des premiers à critiquer ces institutions. Moi j'en reviens à là. Le Parti Socialiste, de mon point de vue, aujourd'hui, dans un état de crise politique dont il ne se remettra pas, en raison de ce que vous avez raconté, justement. Du fait que quand il exerçait le pouvoir, les politiques économiques et sociales qu'il menait et les méthodes qu'il utilisait n'étaient pas conformes à ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on parlait de lui, a quitté tout ça en 2008. Ça fait quand même 12 ans, d'accord ? Et il a porté une critique assez vive vis-à-vis du Parti Socialiste. À l'époque, quand nous avions quitté le Parti Socialiste, on nous avait dit c'est une aventure, vous terminerez même pas comme Jean-Pierre Chevènement, nous disait-on. J'observe aujourd'hui que malgré tous nos défauts, on se porte pas si mal. Et comme dirait l'autre, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Parce que les grands donneurs de leçons qui ont mieux compris et qui critiquent notre style, pour l'instant, ne me démontrent rien de mieux. Nous sommes une opposition qui est effectivement... vive, qui, de mon point de vue, rassemble derrière elle encore beaucoup de gens. On va le voir notamment à l'occasion des élections municipales, je pense. On le verra à l'occasion des prochaines échéances. Nous avons raté les élections européennes, si vous voulez, on peut en parler, en raison notamment du fait que ce pays n'est plus structuré par des formations politiques telles que c'était le cas auparavant. Ce passé politique que vous évoquiez ne structure plus la vie politique. Et je pense que ces élections européennes avaient été particulièrement secouées par le mouvement des Gilets jaunes, la recherche d'autres représentations politiques. Et nous sommes passés totalement à côté de la plaque de cela. Bon, on peut discuter de tout ça. Mais je ne crois pas qu'on puisse voir en Jean-Luc Mélenchon quelqu'un qui a un double discours. Je pense que ça fait un sacré moment qu'il critique la 5ème République. Et j'évoquais la gauche socialiste, qui est née, je ne sais plus en quelle année, 1991. Vous savez, ce courant dont Jean-Luc Mélenchon, Marie-Noëlle Lienemann et Julien Drey étaient fondateurs, il me semble que leur premier texte était « Vite la 6ème République ». On en est là. Moi, je pense que nous sommes dans un moment de crise très forte, de rejet, de colère, de rage. Les gens croient de moins en moins à la démocratie, ou sont même parfois disponibles, quand on les écoute, à une solution autoritaire pour s'en sortir. Et cela m'inquiète. Et c'est pourquoi, quelles que soient les critiques qu'on peut nous faire, l'antiparlementarisme qui domine, même de la part de gens tout à fait raffinés, je pense à Florian Bachelier, le questeur de l'Assemblée nationale, qui ose utiliser l'argument, qui de mon point de vue puise directement dans les tiroirs de la rhétorique d'extrême droite. Sur le coût d'une journée au Parlement, je trouve qu'on est tombé bien bas. Quand Florian Bachelier dit « ça coûte 1,5 million par jour », franchement, si l'argument c'est de dire au Parlement, on ne fait que parler, c'est une bande de bavards et que ça nous coûte trop cher, c'est un argument totalement fou, mais extrêmement dangereux sur le plan politique. Et je trouve que c'est un peu ça qui est en train d'avoir lieu. Oui, il faut souffrir du fait que sur des sujets qui concernent tout le monde, à savoir combien de temps vous allez devoir travailler dans votre vie pour bénéficier d'une retraite, on prend le temps, on discute. Virgule après virgule s'il le faut, mais par ailleurs je dis au passage que nos amendements ne sont pas des amendements de virgule après virgule. Mais oui, on discute de tout ça, sur les conséquences que ça a. Et je pense que franchement, sinon ça ne sert à rien. Et après, pour terminer sur l'argumentaire, je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas, un collègue de conseil d'administration des gens d'En Marche pour les aider à mettre en œuvre leur politique. Je suis une opposition. J'ai été élu pour ça. Lors de second tour de l'élection législative, j'avais face à moi une candidate d'En Marche et j'ai dit aux gens, votez pour moi et je m'opposerai à cette politique. Donc je m'oppose. Et parmi les armes de l'opposition, et il y en a plusieurs, il y a notamment le fait que nous pouvons faire ce travail parlementaire. Méfiez-vous donc de cette rhétorique qui monte dans le pays, qui correspond d'ailleurs à cette désagrégation, me semble-t-il, du rapport civique que les gens ont avec les élus, etc., et puis utilisent En Marche contre nous. Ça peut mal finir, je pense. Et je ne le souhaite pas, je souhaite une solution tranquille. Je pense vraiment que le référendum serait une solution tout à fait tranquille et apaisée pour trancher cette grande controverse. Oui, cher Horizon Politique, il y a évidemment un débat autour du 49.3, mais il y aurait une autre solution qui est évoquée par Jean-Jacques Urvoas, c'est tout simplement le vote bloqué. L'article 44, alinéa 3, qui permet au gouvernement de remodeler son texte et de le faire adopter selon sa propre version. Ça a été une occasion faite par le gouvernement Ayrault, notamment,
en 1917 sur les retraites. 17, non. Alors, Est-ce en que ça serait pas plus 1917, clair Est-ce que ça serait pas plus certes, clair la Chambre pour avait vous- repris le pouvoir après les 2 premières années de la Première Guerre mondiale, mais quand même. Est-ce que ça serait pas plus clair pour vous que le gouvernement dise finalement voilà, c'est ce qu'on retient, et puis on fait un vote bloqué et ça se termine? Alors, vous êtes plus fin connaisseur, mais j'ai cru comprendre que le gouvernement aurait pu faire le choix du temps bloqué de discussion. Hein. Il ne l'a pas fait. Bizarrement. D'accord? Bizarrement. Moi, je ne souhaite pas une méthode telle que cela, mais j'observe que le gouvernement, qui avait toute l'attitude de pouvoir le faire, ne l'a pas fait. Bon. Et le gouvernement se doutait bien que nous n'allions pas faire des facilitateurs de la discussion. Donc, il est possible que le gouvernement, mais là, je ne veux pas être dans la tête d'Édouard Philippe, mais c'est peut-être dit qu'il valait mieux créer cette ambiance et nous fabriquer en diable de service pour dire que nous sommes finalement des gêneurs et que nous ne sommes rien, pour reprendre les mots de certains, et sauf que le piège se retourne un peu contre lui. Honnêtement, s'il y avait dans ce pays une grande majorité de gens qui pensaient que ce que nous disons, mais je dis nous au sens large, France Insoumise, les communistes, la droite, parce que tout de même, dans le débat, je veux rendre hommage notamment à Éric Woerth ou d'autres, ils disent des choses tout à fait pertinentes dans la critique des choses. Et la qualité des réponses qui sont faites sont du même niveau que les réponses qui nous sont faites. Donc il se dit des choses tout à fait pertinentes. Bref, mais si le gouvernement avait la conviction que tout ça, ça n'est que rien et que c'est les doigts dans le nez que les choses pourraient être adoptées, il utiliserait le 49.3. Et s'il ne le fait pas, s'il hésite à ce stade, c'est qu'il voit bien qu'il y a tout de même, chez beaucoup de Français qui observent ça, une grande inquiétude sur cette réforme des retraites, un refus même du projet de loi tel qu'il est présenté, et quand même, il n'y aurait pas une adhésion, me semble-t-il, à ce qui est un des traits autoritaires de cette Ve République. Voilà. Je pense que cette Ve République permet un exercice autoritaire du pouvoir. Elle peut ne pas le permettre, elle est suffisamment plastique, on va dire, pour pouvoir avoir différents visages, mais le 49.3 est une anomalie de ces institutions, ou du moins est un outil autoritaire, anti-parlementaire. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait imaginer notre République plus parlementaire. Voilà. Nous ne perdons pas de temps quand nous discutons de l'avenir de millions de Français. C'est même notre rôle et notre honneur d'en parler dans le détail. Oui, Serge Faubert, le média. On a le sentiment que vous avez changé de stratégie entre la première semaine et la deuxième semaine, c'est-à-dire que la première semaine, on avait des amendements, on va dire, de pure forme, et la deuxième semaine, notamment à l'occasion de l'article 1, vous avez réussi ce tour de force d'arriver à passer en revue les différents aspects du projet de loi. Alors, est-ce que c'est une stratégie que vous avez jugée plus habile pour gagner la bataille de l'opinion, ou c'est autre chose? Non, mais c'est indiscutable qu'on a un peu modifié notre manière d'aborder les choses, parce qu'on a bien compris progressivement que le gouvernement allait peut-être utiliser le 49.3 alors qu'il avait dit l'inverse au début et qu'il voulait nous en attribuer la seule responsabilité. Donc nous cherchons à mettre en valeur le fait que nous sommes favorables à la discussion sur le fond. Deuxièmement, le débat s'est formellement engagé dès la première semaine, parce que je rappelle que Richard Ferrand, après une conférence des présidents, avait décidé que ce n'était plus seulement les amendements identiques qui tombaient, mais que c'était même les amendements défendant le même dispositif. Ce qui, d'un seul coup, donnait grand angle pour pouvoir faire tomber nombre d'amendements qui, peut-être, par moment, proposaient le même dispositif, mais pas nécessairement sur le même article et pas nécessairement au même moment. Et tous les groupes se sont émus, je ne sais plus le groupe MoDem, mais enfin nos collègues d'En Marche et nos collègues d'Agir et Territoire et Liberté, plus socialistes, communistes et France Insoumise, pour dire que ce n'est pas tolérable. Et ils ont finalement reculé là-dessus. Et donc effectivement, il y a eu une grande bataille de procédure le premier jour, où j'ai découvert tous les talents du président Chassaigne, qui en connaît plus que nous encore, pour toutes ces batailles de procédure, pour que ce mauvais coup ne soit pas porté. Mais effectivement, depuis, on a pris un rythme. Je crois que c'était, la présidente Genevard qui indiquait l'autre jour que nous absorbons, je crois, 300 amendements par séance, ce qui est un rythme assez correct, finalement, de débat parlementaire. Mais là encore, je ne vois pas pour quelle raison nous devrions être dans l'acceptation du cadre que nous dit le gouvernement, que ce texte doit être réglé en 15 jours. Non, un texte aussi important que les retraites, il faut prendre le temps du débat. Et si c'est 5, 6 semaines, 8 semaines, pourquoi pas 8 semaines? J'ai bien compris que l'argument politicien des élections municipales est là, parce que le gouvernement veut parler à sa base en disant
on dirige, on tient le manche, ne vous inquiétez pas, et Mélenchon et ses barbares, nous les maîtrisons. Hein, moi, je répète ce que je disais tout à l'heure, je pense, vu que nous n'arrivons pas à obtenir un référendum, que les élections municipales pourraient être un moment intéressant pour reprendre le débat après, et peut-être que certains seraient un petit peu plus mesurés sur la façon dont le texte est accueilli par nos concitoyens. Une autre question, une dernière question sur ce thème, ou on passe au séparatisme, enfin au communautarisme ou séparatisme? Bon, allons-y. Emmanuel Macron a fait de la lutte contre, donc il dit maintenant le séparatisme et non plus le communautarisme, donc une priorité de la deuxième partie de son quinquennat. Est-ce que déjà sur ce mot séparatisme, qu'est-ce que vous en pensez? Et sur l'esprit général donc de ces initiatives, des dispositifs qui sont en préparation, donc dont certaines ont été annoncées déjà, sur les enseignements faits de l'étranger, sur la formation des imams, et puis celles qui seraient à venir donc contre les formes de communautarisme ou de séparatisme dans les quartiers, à l'école, dans les hôpitaux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Bon. Le problème, c'est quoi? C'est la lutte contre l'obscurantisme religieux qui qui se développe. C'est plus que ça, parce que le séparatisme, c'est... Non, mais c'est moi qui d'abord dis le problème auquel nous avons à faire face, c'est celui-là. Nous sommes une république laïque, revenons au principe, nous ne voulons pas que la religion se mêle de politique, et nous ne voulons pas d'ailleurs que la politique aussi se mêle de religion. Du moins, c'est mon principe. Moi, concernant la laïcité, je reste attaché à la loi du 9 décembre 1905, dont les deux premiers articles sont le noyau de sens, le reste est une déclinaison datée, où on discute même des aumôneries dans les lycées, toute une série de choses, mais les deux premiers articles, ils disent pas de financement public des religions, et bien sûr la garantie de la liberté de conscience, etc. etc. La loi, aujourd'hui, permet de faire face aux problèmes que nous avons. Je considère que la loi permet de faire face aux problèmes que nous avons. C'est-à-dire que si quelqu'un, au nom d'une religion, refuse d'appliquer la loi, il doit être sanctionné. Si quelqu'un développe, au nom d'une religion, un discours sexiste, homophobe et tout ce que vous voulez, il doit être sanctionné. Si la religion sert de prétexte à des discours anti-républicains, c'est-à-dire qui s'opposeraient violemment à ce qui sont les valeurs de notre pays, évidemment, il doit être sanctionné. Bon, ça, la loi permet de le faire. Si on m'explique aujourd'hui que peut-être nous n'avons pas assez d'agents, on ne dit plus les renseignements généraux, pour avoir un regard sur des endroits dont nous pensons qu'ils sont les foyers d'obscurantisme, voire même de choses qui donnent après sont des bases de constitution, de groupes violents, etc. Bon, on travaille là-dessus. Là, il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux dispositifs législatifs, me semble-t-il. Mais faisons-le. Sortons d'ailleurs du fantasme. Je trouve parfois un peu, quand la presse nous raconte qu'il y aurait des quartiers qui seraient sortis, je demande à ce qu'on me dise clairement de quoi on parle. J'observe qu'il y a beaucoup des fois de bruit pour rien, comme dirait l'autre, ou du moins il y a des fantasmes. Non, mais qu'on discute. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, voilà, et ça parle beaucoup. Et finalement, alors on a vu dernièrement, il y a un hebdomadaire, je ne sais pas si c'est vrai, qui a ciblé une ville. Mais là, on est dans autre chose. On est dans, manifestement, peut-être, si c'est vrai, des comportements de la part d'une municipalité vis-à-vis de réseaux clientélistes, à moitié voyous, etc. C'est autre chose, ça c'est intéressant. Mais vous voyez, une fois qu'on a dit, que l'on a dit tout cela, et au passage, puisque j'évoquais la loi de 1905, on a trouvé piquant que ce soit à Mulhouse que le président de la République aille faire un grand rappel à la République de la laïcité, alors que c'est précisément un des endroits, dans un des deux départements français où la laïcité ne s'applique pas. D'accord? Où il y a quand même ce paradoxe, c'est que dans ces départements, nous finançons des ministres du culte, certains, mais pas tous. Et ce qui doit quand même amener à ce qu'aujourd'hui, on se dise, mais est-ce que c'est légitime de continuer à garder un système dans des départements français? Alors je veux bien que c'est l'héritage de l'histoire de la guerre de 1870, les territoires perdus que nous avons glorieusement regagnés durant la Première Guerre mondiale, mais enfin il s'est passé un siècle, et vu que la question est devenue sensible, on pourrait dire, et c'est mon cas, la laïcité partout, pour tous. Et ça n'est pas le cas, et on m'explique que c'est un particularisme local. Et c'est jamais bon quand on discute de laïcité d'entretenir des particularismes locaux. Pas de laïcité à géométrie variable, pas de laïcité à géométrie variable, parce que c'est une folie et qui affaiblit la laïcité, et c'est particulièrement blessant pour les gens qui se reconnaissent, dont les convictions spirituelles font partie de la religion, qui n'est pas concernée par ce type de mesures. Donc, je répète, nous l'avons déjà demandé, nous le demanderons prochainement, il serait temps de mettre un terme au concordat dans sa partie qui concerne notamment le financement public
de religion et pas d'autres. Et je ne suis pas, moi, pour l'aligner, comme disent certains, sur le fait qu'il faut intégrer de nouveaux ministres du culte, à savoir qu'il faudrait financer les imams. Je suis pour que nous cessions de financer tout ministre du culte. C'est les fidèles qui payent leur religion et ça n'est pas à l'État de prendre en charge. Je le dis parce que dans les grands rappels qu'il y a à faire, ça en est un. De la même façon que dernièrement, le président de la République a jugé bon, vous dites chaque fois, certains me diront c'est symbolique, mais de devenir chanoine de Latran. Bon, moi je ne pense pas que quand on est président de la République laïque, on doit être chanoine de Latran, la chapelle du Vatican, etc. François Mitterrand ne l'avait pas fait par exemple. Emmanuel Macron a tenu à le faire, marchant dans les pas de Nicolas Sarkozy. C'était devant la conférence des évêques. Emmanuel Macron avait fait un discours dans lequel il avait dit qu'il fallait réparer le lien qui avait été rompu entre l'Église avec un E majuscule. Abîmé, merci. Bon, alors que moi je pense que le lien n'a pas été abîmé, il a été rompu et précisément, volontairement, c'est dans une grande loi dite de séparation. Voilà, c'est la République, nous séparons et nous n'avons pas à restaurer, je ne sais trop quoi d'ailleurs, si ce n'est à garantir une chose, bien évidemment, la liberté de conscience qui garantit la liberté de pratiquer le culte que l'on veut. Je ne crois pas que les catholiques, les protestants, les juifs ou les musulmans soient empêchés de pratiquer leur religion dans le pays. Et si quelqu'un veut leur empêcher de pratiquer leur religion, il doit être châtié de la façon dont la loi le permet. Mais tout ça crée une ambiance un peu bizarre, où on a un président de la République qui, là aussi, a des propos à géométrie variable selon les religions. Moi, je ne suis pas pour créer ça. Je respecte la foi, je respecte les fidèles, etc. Mais on voit bien qu'il y a parfois, là encore, des arguments qui sont à géométrie variable. Une fois que j'ai dit tout ça, pardon d'avoir été long, moi je suis de l'école intellectuelle qui consiste à dire une seule communauté, la communauté nationale, c'est-à-dire la loi égale pour tous. Comme les mots sont piégés, il existe après des communautés sportives, associatives, philosophiques. Bon, on ne parle pas de ça, là, en l'occurrence. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des gens qui se réunissent avec telle ou telle affinité. Quand on parle du communautarisme, c'est qu'il y a des gens qui ont une attitude qui s'enferment en quelque sorte dans toute une série de relations sociales où ils ne fréquentent plus que des gens ayant les mêmes convictions spirituelles, ils ne fréquentent plus que des gens qui ont les mêmes peut-être codes alimentaires, ils vont dans des écoles qui correspondent uniquement à ces convictions spirituelles, etc. Ce que moi je ne souhaite pas, parce que je suis pour notamment que nous fassions nation ensemble, que nous vivions ensemble, que nous n'allions pas manger uniquement... vous voyez ce que je veux dire, que progressivement on ne soit pas dans une situation où on s'éloigne les uns les autres. Donc, ce communautarisme-là, il est à combattre, non pas, on ne peut pas l'interdire, mais par, pourquoi pas, de manière plus militante, réaffirmer la force de l'école publique, parce que c'est là que ça commence, et se dire, tiens, moi c'est le cas en Seine-Saint-Denis, j'en ai parlé un peu avec le recteur, on a des chiffres parfois inquiétants du nombre d'enfants qui vont dans des écoles privées, et notamment des écoles hors contrat, de quelle manière on met le paquet comme école publique pour reconquérir tout ça, mais qui peut amener parfois à ce que c'est même pas une exaltation religieuse qui l'amène, mais des parents mettent leurs enfants dans le privé parce que le collège du quartier public, il n'est pas bon. Donc moi, je prends l'exemple de Bagnolet, il y a 700 gamins du second degré, ça pourrait faire un collège supplémentaire, qui partent dans le privé, notamment dans une école privée qui est sur la ville et aussi dans beaucoup d'établissements privés à Paris à côté. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, allez, on met le paquet pour que notre collège public, on en soit fier et faire revenir les gens vers l'école publique. Je parle de l'école parce que quand on parle de laïcité, de république, ça commence par là. Bon, sur tout ça, je trouve que ce gouvernement est un peu mou du genou, si vous me permettez l'expression. Parce que s'il y a des choses à reconstruire, à redonner foi dans la République, c'est du service public qu'il faut remettre. S'il y a des quartiers où il y a des petits caïds qui font la loi, eh bien, il faut donner les moyens à ce que la police règle le problème. D'accord ? Pas seulement. Il est possible que dans certains quartiers, mais ça reste à préciser. Mais moi, je connais, là encore, pardon de prendre des exemples concrets, le commissariat des Lilas à Bagnolet, qui est un haut endroit d'ailleurs où il y a beaucoup de ventes de drogue, on n'a même pas un commissariat de plein exercice. À 17h, ça ferme. Si vous voulez porter plainte, il faut aller au Lilas. Si vous n'avez pas de voiture, c'est 1h15 de transport en commun. Bon, donc si on me parle moi je suis le premier à demander un commissariat de plein exercice chez moi, j'ai discuté avec la brigade spéciale de policiers qui vient, ils ont 2 véhicules dont un qui est souvent en panne. Enfin, parlons concrètement de comment dans certains endroits peut-être ça a décroché et quels moyens, c'est ce que je dis, nos dispositifs législatifs permettent d'agir là-dessus. Là-dessus, le président fabrique un mot, séparatisme. Bon, moi je suis aussi d'une école, le séparatisme, vous connaissez le séparatisme basque, éventuellement le séparatisme breton, c'est-à-dire des gens qui disent je ne veux plus vivre en République, je veux faire... Bon. Est-ce qu'il y a des gens ici qui disent on ne veut plus vivre de la République, on veut faire une espèce d'État islamique en France? Je ne crois pas que cela existe. Si, c'est l'idée justement qu'ils ne respectent plus ou de moins en moins les lois de la République, et ils opposent aux lois de la République, notamment la loi de la charia. Je fais la traduction, oui, je ne dis pas que c'est mon opinion. Est-ce que, hormis... Non, mais j'ai bien compris, mais est-ce que, hormis des ultra-minorités, est-ce que c'est un phénomène significatif
qui doit nous amener à dire qu'il faut un nouveau cadre Quand il y a de plus en plus de parents qui n'envoient plus leurs enfants dans les écoles de la République, mais dans des écoles coraniques, voire qui les déscolarisent, ça pose un problème, non? Non, mais attendez, ça pose le problème, j'étais le premier à le dire. Mais qu'est-ce que ce nouveau mot apporte du débat précédent? Bon, non, mais comme c'est la mode de dire à quelque chose qui est réinventé, à partir de là, rentrons dans le fond. De quoi on parle? De ce que j'ai compris. Une fois que le président a parlé pendant longtemps, qu'est-ce que c'est qu'il propose? Alors, je prends l'exemple des ELCO. Il y a une situation héritée de notre, on va le dire clairement, sans doute de notre histoire coloniale, mais pas seulement. On avait différents accords avec des gouvernements sur le fait qu'ils fournissaient des enseignants pour l'apprentissage notamment de l'arabe. Moi, si ce dispositif venait à disparaître, je suis pour le remplacer par des ouvertures de postes de CAPES de langue arabe. Il n'y a quasiment aucun poste de CAPES, je ne sais plus combien j'avais regardé, il y en avait 2 la dernière fois. Moi, ça me semble évident, et je suis favorable à ce qu'il y ait une offre de choix vis-à-vis des parents pour l'apprentissage des langues étrangères. Et pourquoi pas, cela ne me choque pas. Moi, dans ma famille, on pratique aussi le bilinguisme vis-à-vis de mes enfants, en raison du pays où est née la mère de mes enfants. Je n'ai pas de problème à ce que les enfants aient un apprentissage de la langue de leurs grands-parents. Mais pour quelle raison? Jusque-là, on avait ce dispositif qui passait par le fait que c'était des États étrangers qui finançaient cela. C'était à la République. Donc créons des postes de CAPES. Moi, je n'ai pas compris que c'est ça qu'annonçait Emmanuel Macron. Par contre, on a évoqué le fait que, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, c'était la Turquie qui ne jouait pas le jeu et qui nous proposait des gens qui étaient porteurs d'un discours obscurantiste. Et évidemment, cela ne doit pas avoir lieu. Mais vous voyez, là, on a une réponse tranquille qui peut être apportée. On arrête ce dispositif ELCO, qui est quand même une anomalie un petit peu bizarre. Je ne vois pas pourquoi le Maroc devrait payer en France des enseignants pour que des jeunes Français, je tiens à le dire, parce que moi j'ai vécu 22 ans comme prof de lycée professionnel. Les enfants qui sont nés en France, qui sont de nationalité française, ne sont pas des Marocains, d'accord? Ils sont des Français. Et c'est un peu bizarre d'ailleurs que dire en quelque sorte le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée quelque chose qui entretient une espèce de chose qui ne serait pas des citoyens tout à fait comme les autres. Après, qu'est-ce que c'est qui a été dit? Des choses assez faibles, pas de financement de puissance étrangère pour les mosquées. Alors, premièrement, moi je ne suis pas pour que ce soit l'État qui finance les lieux de culte. Deuxièmement, je suis pour que ce soit les fidèles qui financent les lieux de culte. Il arrive parfois que les fidèles, pour financer des lieux de culte, font appel à différents donateurs et peut-être parfois des donateurs de pays étrangers. À partir du moment où il y a un contrôle de la part des différents organismes qui existent, je pense à Tracfin ou autres, qu'il ne s'agit pas d'argent sale, moi je ne vois pas comment nous pouvons vraiment interdire des financements publics de lieux de culte, sachant que nous acceptons que ces pays étrangers aient une grande implication dans notre économie. Ça ne vous choque pas que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite qui finance seulement qui finance, mais qui ensuite, on peut imaginer, influence les mosquées en France? Ou des Américains pour les temples évangélistes. Oui, non, mais je vais y venir. Non, mais c'est intéressant. Premièrement, disons la vérité, l'argent, les pays étrangers, les pays des fois, ou des fois c'est un privé, mais ça correspond aux pays qui financent des lieux de culte, c'est essentiellement Maroc, Tunisie, Algérie. D'accord? Le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est extrêmement faible par rapport au financement des lieux de culte. Vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est extrêmement faible. C'est le Qatar. Oui, mais à Mulhouse, de toute façon, c'est honteux. J'ai même lu qu'il y a un adjoint au maire qui serait allé, je crois, en Turquie avec le représentant de l'autorité religieuse pour aller chercher de l'argent. Je trouve ça profondément choquant. De toute façon, ce qui s'est passé à Mulhouse et les conditions de création de cette mosquée, notamment en raison de l'existence du Concordat, sont un scandale de mon point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai un problème tout court avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Tout court, ce sont des monarchies obscurantistes. J'ai un problème. J'ai un problème d'ailleurs à ce qu'on vende des armes, notamment, je pense au conflit du Yémen, avec ces pays qui sont en train de mettre à mal des populations civiles, etc. etc. Donc nous commerçons avec ces États-là, et je suis pour surveiller tout ça, mais je l'ai dit tout à l'heure, observons qu'est-ce que c'est qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment des jeux d'influence, mais je trouve que tout ça n'est pas très précis. Parce que, là encore, pas d'argument à géométrie variable. Nous sommes à quelques mètres des anciens bâtiments de Météo France qui ont été vendus à la Fédération de Russie pour faire l'église orthodoxe, qu'aujourd'hui on admire ou on n'admire pas, mais enfin qui est un bâtiment qui est là. Les bulbes sont à côté du lieu le plus prestigieux, la Tour Eiffel. Personne n'a vu à redire. Et le musée Branly. Et du musée Branly. Donc il n'y a pas lieu plus exposé que cela. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui, voulant faire plaisir à Vladimir Poutine, qui a accepté ça. Bon. Est-ce qu'on est pour ou contre? Voilà, c'est des sujets. Et on ne peut pas avoir, me semble-t-il, pour discussion, de dire non, mais quand c'est l'islam, c'est différent que les autres religions. La règle jusque-là, je suis pour effectivement
contrôler, voir d'où viennent ces réseaux d'argent, avoir souhaité à ce qu'il y ait une évolution de la part notamment de l'islam, mais ne le souhaitez pas dans un mode concordataire, que l'islam progressivement arrive à former des imams qui s'expriment en français, etc., qui sont dans une fine connaissance et du respect de la laïcité. Ça, je suis plutôt d'accord. Mais je me méfie du mode un peu concordataire qui vise parfois à ce que c'est l'État qui prend ça en charge. Ce n'est pas la République qui doit prendre en charge la formation de ministres du culte. Bon, chers amis, il est un peu plus de 13 heures. S'il y a une ou deux questions rapides avec des réponses rapides, on peut les prendre. Et ensuite, malheureusement, nous aurons terminé. Quelqu'un va intervenir? Oui. Oui. Question assez rapide si possible et réponse rapide aussi. Sur les élections municipales, quelles sont les villes que vous regarderez avec attention? Vaste question. On va regarder ce qui se passe à Montpellier. C'est intéressant. Nous défendons une liste qui s'appelle Nous Sommes. On va regarder à Toulouse, où nous sommes dans une alliance avec Europe Écologie Les Verts qui est assez dynamique. Il y a plein de villes en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, là où la ville où je suis, à Bagnolet, où nous sommes dans une alliance avec les communistes et où nous pouvons gagner la ville. Écoutez, il y a beaucoup d'endroits, mais vous aurez bien compris qu'à ce stade, j'ai une difficulté à vous répondre parce que si je montre du doigt une ville et que ça ne se passe pas comme prévu, vous allez dire que nous avons perdu. Mais je ne sais pas si nous allons gagner beaucoup de villes en tant que France Insoumise. La réalité, c'est plutôt que nous allons participer à ce que je disais tout à l'heure, ce développement d'un maillage que nous n'avions pas d'élus. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. Il y a un événement ou un incident qui a marqué la semaine dernière. C'est une manifestation de femmes devant l'Assemblée nationale, à la tête desquelles il y avait 4 élus de la République. Donc il y avait Clémentine Autain. Il y avait Manon Aubry, Clémentine Autain, Esther Benbassa. Voilà. Et puis Elsa Faucillon. Et à la fin de cette manifestation, les femmes, et notamment ces 4 élus, ont mimé un lynchage du président de la République. Est-ce que ça fait partie du débat démocratique? Alors, à ma connaissance, elles n'ont pas mimé un lynchage, elles ont dansé autour d'une marionnette qui représentait le président de la République. Elle tombait par terre, elle semblait le piétiner, quoi. Je ne suis pas pour interdire le droit à la parodie et le droit au guignol dans la politique. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Ça se situait dans une manifestation qui était festive. Après, on aime ou on n'aime pas, mais qui avait pour volonté un peu d'attirer l'œil parce qu'elles étaient déguisées en Rosie, vous savez, cette ouvrière américaine qui est devenue le symbole du combat féministe et social, à savoir cette tenue de bleu, les gants Mappa et le foulard rouge autour du cou. Franchement, tout ça se situe dans ce qui est quand même des choses qui font partie du débat politique. Moi, je ne voudrais pas, on n'a plus le temps, mais franchement, et vous, Frédéric ou d'autres, vous avez de la mémoire politique. La vie politique a été beaucoup plus violente que ce qu'elle est aujourd'hui, bon sang. Beaucoup plus violente. Moi, quand j'ai commencé à militer, c'était à Montpellier, il y avait une élection municipale, et il y avait un colleur d'affiche du RPR qui a sorti son revolver devant moi et qui l'a mis en l'air comme ça pour nous faire peur. Aujourd'hui, tout ça n'existerait plus. Il y avait une violence à une époque, une brutalité, des coups portés. Non, mais franchement, qu'on ne voit plus aujourd'hui, et il y avait d'autres manières. Pardon ? Non, je pense qu'il fait allusion également à la Macron sur une pique, la tête de Macron au-dessus d'une pique. Est-ce que c'est quand même le président de la République, comme dit l'autre? Est-ce que c'est des choses qui sont normales, des méthodes normales? Mais il y a une colère énorme dans le pays, j'ai dit tout à l'heure, une rage indiscutable. Et par ailleurs, une réutilisation des symboles de la Révolution française dans le mouvement qui, moi, me passionne, à titre personnel, qui suis... Non, mais c'est vrai, le bonnet phrygien qui est utilisé... le bonnet phrygien, c'est pas la même chose que mettre la tête du président au-dessus d'une pique. Mais c'était quoi le slogan? C'était Louis XVI, on t'a guillotiné, Macron, on peut recommencer. C'est terrible comme phrase. Moi, je ne suis pas favorable à la peine de mort. Mais ça manifeste aussi de dire, attention, on peut refaire une Révolution française. J'ai vu des slogans qui disaient, si tu fais le 49-3, on va faire un 17-89. D'accord? Qui est une manière de dire, vous n'y pouvez rien. Tout ça participe à l'inconscient collectif du pays, qui, lorsqu'il se met en colère, utilise des formes qui font appel à son histoire. Non mais, d'accord. Alors, de la même façon. Non mais moi, je ne vois rien de choquant, je ne vois rien de violent, d'une manière de chanter. Et comme le président de la République lui-même, avant d'être élu, a dit
qu'il y avait un grand vide dans ce pays depuis qu'on avait coupé la tête du roi et qu'il fallait le combler. Donc lui-même a assumé qu'il est un monarque je suis en total désaccord avec cette vision idéologique, hein, totalement folle de mon point de vue, et j'ai même fait un livre là-dessus, ça vous intéresse, sur les Jacobins, qui revient là-dessus. Très bon livre. Qui revient là-dessus sur de quelle manière l'histoire de la Révolution française, le vocabulaire girondin, jacobin, tout ça est réutilisé. Et Emmanuel Macron a assumé le fait qu'il y avait un grand vide dans ce pays dû à la décapitation du roi et qu'il fallait le combler. Donc il veut rejouer le rôle du roi. Il l'a mis de telle manière que, même avec tout le respect que j'ai pour Madame Macron, mais on a un couple présidentiel qui par moment fait beaucoup de clins d'œil à ce qu'était le couple royal. Personnellement, je suis pour abandonner toute cette symbolique. Mais quand vous l'activez, vous l'activez dans toute sa dimension. Et nécessairement, vous ne pouvez pas empêcher que quand le peuple se met en colère, il réactive aussi des symboles. Moi, je répète, je suis pour que tout ça, je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas favorable à la violence. Et quand j'évoque tout à l'heure le référendum ou d'autres solutions politiques, ou si on avait le droit de révoquer les élus, moi je suis pour qu'on donne des droits nouveaux aux citoyens entre deux rendez-vous électoraux pour qu'il y ait des outils démocratiques et pas cette espèce de confrontation. Alors, je termine sur, vous avez compris mon opinion, je profite de l'occasion pour dire que quand le collègue Meyer Habib traite des parlementaires de petites connes, qu'il le répète au Parlement, dans l'hémicycle, il n'honore pas non plus le débat. Et je lui dis, écoute Meyer, est-ce que tu accepterais que je te dise gros con? Il m'a dit, oui, tu peux le faire. Je ne le ferai pas. Merci. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Alexis Corbière. Eh bien, rendez-vous